Bonjour tout le monde. Alors, on va faire non pas de la magie, mais de la chimie. Et ce serait bien de vous convaincre que la chimie organique, ça n'a rien de magique. Il va falloir comprendre de quoi on parle. Alors, à propos, donc aujourd'hui, on va faire les deux exercices 2 et 3 de la feuille. Je vous ai rendu vos DM tout à l'heure, donc on en reparlera lundi, le temps que ceux qui ont rendu les copies regardent un peu les commentaires. J'ai mis en ligne le corrigé. Et je vous ai mis en ligne aussi la prochaine feuille d'exercice. Donc on commence par la planche 5.3. Alors, qui est où? Ah, donc on avait vu l'exercice 1 et on va voir les deux suivants. Alors, sur les deux suivants, j'espère que vous avez vu quel était l'atome d'azote qui avait disparu dans la partie entre G et H. Donc, c'était l'énoncé original de G2E, hein, j'ai rien changé, j'ai scanné, ça m'aurait fatigué de changer. Mais ça arrive qu'il y ait des erreurs dans les énoncés. Et celle-ci, elle était assez criante. On ne voit pas comment l'atome d'azote pouvait disparaître brutalement d'une molécule, en plus dans un cycle aromatique. Donc elle était quand même assez criante et les énoncés de concours, des fois, ils vous le disent carrément. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Ils vous disent que si le candidat repère ce qui lui semble être une erreur, bah, il le dit et puis il continue en corrigeant l'erreur. Voilà, voilà. Alors, sur cet exercice, bon, je vous laisse le temps de zoomer tranquillement vu que c'est en vertical. Bon, la partie insaturation, j'imagine que tout le monde a pu faire sans problème, donc je rappelle le petit calcul. La partie, donc question 2, la réaction qui permet de passer de C à D, vous repérez l'espèce qui réagit, MnO2. Zut, ça n'est pas une espèce qui a été listée dans les chapitres. Par contre, ça contient de l'oxygène. Et vous pouvez remarquer qu'on va avoir une insaturation de plus entre le composé C et le composé D. Donc, ce n'était pas un oxydant que vous avez vu. On a vu le permanganate MnO4-. Bon, il y a plein de composés du manganèse qui ne sont pas tous des oxydants. Et MnO2 ne fait pas partie des composés à votre programme. Maintenant, un petit peu par élimination, on dit que ça ne peut pas être autre chose qu'une oxydation. Du coup, on va repérer ce qui est oxydable sur la structure. Et vous avez ici une fonction alcool secondaire qui est oxydée en cétone. Alors, il y avait quelques étapes qui manquaient pour obtenir l'espèce G. Et pareil, question 3, on vous demande quel type de réaction c'est. Donc, vous regardez la différence entre les molécules G et H, sans vous occuper de l'atome d'azote qui s'est vaporisé. Et c'est un petit peu le système inverse du précédent, c'est-à-dire que là, c'est une réduction d'une cétone en alcool secondaire. Et du coup, vous avez le procédé à connaître. Là, il est à votre programme. Donc, comment faire avec NaBH4 d'abord, dans une première étape, puis une hydrolyse. Donc, on met bien ça après. Donc, il faut bien faire 2 étapes successives. Pour la réaction bilan. Donc, la réaction bilan, on ne l'a pas vu exactement en cours. Je vous ai dit qu'en fait, c'était 2 bilans successifs. Il y a 2 étapes, la 1 et la 2. Donc, pour écrire la réaction bilan, l'important, c'est de voir ici le coefficient stoichiométrique dans les deux. Je l'ai écrit avec NaBH4, vous pouvez l'écrire avec BH4-. On obtient 4 alcools et après, il faut voir comment on peut écrire les sous-produits. Pour une réaction bilan, il faudrait que ce soit équilibré. Donc, je vous ai mis cette espèce-là qui permet d'équilibrer. Je vous ai mis BOF à côté puisqu'en fait, elle ne se fait pas. Et dans tous les cas, on ne va pas trop s'occuper de la nature des sous-produits. Donc, l'espèce que j'ai mise entre guillemets, les 2 espèces entre guillemets, c'était juste pour équilibrer la réaction. Donc, le bord B qui est ici, il était accroché au départ à 4H-, et à l'arrivée, on l'accroche à 4-éthyl-. Donc, ça permet d'équilibrer facilement la réaction. Donc, on fait intervenir soit le solvant éthylo-H, qui est donc le solvant de la première étape, ou alors vous mettez avec H2O, pareil, les OH que vous avez ici, c'est 4H-.
Et dans tous les cas, c'est pas forcément ce qu'on obtient. Alors, exercice suivant. Donc cette fois-ci, c'était l'hydrogénation d'un alcène. Donc la configuration, elle est imposée par la fermeture du cycle. Donc là, on est obligé pour fermer le cycle d'avoir une configuration de type Z. Le bilan de la réaction, c'est l'addition de H2 et on va avoir 2 hydrogènes qui se rajoutent ici et là. Et si vous analysez la structure du produit, on a 2 carbones asymétriques à l'arrivée. Donc si on regarde de plus près la stéréochimie, on sait que l'addition de dihydrogène, c'est une addition de type syn. C'est parce que c'est sur un catalyseur solide et du coup les 2 hydrogènes s'accrochent en même temps. C'est une accroche simultanée, la molécule ne se retourne pas pour attraper le deuxième une fois qu'elle a attrapé le premier. Du coup, les 2 hydrogènes vont se fixer soit tous les deux vers l'arrière, soit tous les deux vers l'avant. Et dans les schémas que je vous ai fait ici, je n'ai pas représenté les hydrogènes en question. Donc ceux qui sont entourés en bleu dans la réaction bilan, je ne les ai pas représentés dans le détail des espèces 1 et 2. Alors déjà, ce n'est pas une conformation Z, c'est une configuration Z. Et ici, la liaison double, elle est dans un cycle. Si vous mettez au départ comme ça, c'est-à-dire une configuration de type E, là, j'ai mis 4 carbones. 5, 6, c'est difficile de relier ce carbone et celui-ci. Donc, on ne peut pas refermer le cycle dans n'importe quelle configuration d'alcène. Il faut que les deux liaisons qui vont servir à faire le cycle, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Non, elle est très moche, je vais l'effacer maintenant que j'ai compris comment il fallait faire. Donc, ces 2 liaisons qui servent à faire le cycle, il faut qu'elles soient bien orientées, sinon on ne peut juste pas le fermer. Je vais vous les faire en rouge, les 2 liaisons qui doivent être dans le même sens. C'est ça. Non, elle ne pas. Voilà, de toute façon, c'est compris. Alors, au niveau, troisièmement, le mélange de produits convention de Cram. Oui, c'est fait. Alors, le nom, je vous ai dit, c'est en option. Hein, soit vous savez pas. Si vous ne savez pas l'écrire, c'est pas très grave. Et ensuite, il y avait un petit retour en arrière sur les conformations de type chaise. Donc, sur les conformations de type chaise des espèces 1 et 2, Flavien, j'ai dit que ce n'était pas conformation, c'est configuration. Et la réponse, sinon, c'est oui. Vous remplacez juste conformation par configuration et c'est oui. Non, Flavien, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est pas toujours Z. Alors, exemple, bon, j'efface ça. Je vais vous mettre en dessous un exemple de cycle qui ne serait pas forcément... Alors, voilà, donc c'est pas forcément Z. Par contre, la géométrie est imposée pour la fermeture du cycle. Alors, si ici, vous avez un groupe phényl, et ici, vous avez un hydrogène, on va regarder la configuration de cet alcène. Sur le carbone du haut, le groupe prioritaire, c'est le phényl. Sur le carbone du bas, le groupe prioritaire, c'est le reste du cycle. Donc celui-ci, c'est un cycle et sa configuration est de type E. D'accord? Donc retenez pas que c'est toujours Z, retenez qu'il faut fermer le cycle. Et donc quand vous dessinez l'hexagone, vous voyez bien comment sont orientées les liaisons qui sont ici et là. D'accord? Vous dessinez un hexagone, donc vous voyez comment est configurée la liaison double. Ça va, Flavien? Alors, on revient sur les chaises. Donc, ça vous permettait de réviser un petit peu comment dessiner les chaises. Il faut bien que sur vos chaises, vous arriviez à repérer la molécule qui est au-dessus. Donc, sur chaque molécule, les molécules 1 et 2, je vous rappelle qu'il n'y a pas une chaise, mais 2 chaises, puisque à chaque fois, on peut inverser une chaise. Donc, les configurations, quand c'est un cycle avec 2 substituants, on a des configurations qui s'appellent cis ou trans. Ici, la configuration est de type 6, c'est-à-dire que dans tous les cas, les substituants sont du même côté du cycle. Et on va avoir à chaque fois 2 chaises. Il va falloir déterminer laquelle des 2 est la plus stable. Alors, regardez bien comment placer le petit bonhomme qui vous permet de voir la chaise numéro 1 ici. Donc, je vous place le petit bonhomme.
Si vous vous imaginez en survol au-dessus de cette chaise, vous arrivez à voir cette espèce-là. Et pareil, si vous placez le petit bonhomme sur cette chaise, dans ce sens, il doit voir la formule qui est au-dessus. Donc, faites bien cette manœuvre parce que des fois, si vous mettez au hasard les liaisons axiales et équatoriales, on n'y comprend plus rien. Donc, deux chaises qui représentent la structure numéro 1 ici. Entre les deux, on va regarder quelle est la plus stable et on va regarder le plus gros groupement qu'on a intérêt à placer en équatorial. Donc, le plus gros groupement ici, c'est le groupe éthyle. Donc, on va avoir une chaise majoritairement, enfin une conformation majoritaire qui est celle qui est encadrée. Pareil pour le deuxième, sauf que je n'ai pas encadré le prioritaire, enfin le majoritaire, qui serait donc celui-ci. Règle de Barton. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle, pour faire une chaise, elles ne sont pas forcément très bien faites dans mon corrigé, mais vous faites 2 traits comme ça, et ensuite, vous respectez au mieux le parallélisme. Ceci n'est pas le symbole de Messenger, les enfants. D'accord? Pour les chimistes, ça veut dire tout autre chose. On garde le dernier exercice pour lundi, et on reprend la suite du cours. Alors, sur la suite du cours, on avait un profil réactionnel qui était très très moche, qu'on va peut-être refaire. Attendez que je retrouve ma page. Donc, on a été page 8. Ah, c'est pas celle-ci. Non, la suivante. Alors, le profil réactionnel. Donc, je reviens juste un cran en page 7, puisque vous avez la réaction bilan. Vous avez à partir d'un réactif, d'un substrat, deux produits possibles. Les intermédiaires réactionnels qui sont formés n'ont pas la même stabilité, donc il y en a un qui est plus élevé que l'autre, et donc on va représenter ça. On va représenter en fait les deux réactions sur le même profil énergétique. Il va ? Alors, pour représenter le profil énergétique, on représente le substrat. Donc le substrat, c'est ici substrat commun. Ensuite, on va avoir deux produits. Les deux produits, on ne sait pas trop lequel des deux est le plus stable. En revanche, on sait qu'il y a deux intermédiaires réactionnels, un qui est plus bas que l'autre. Alors, on va en mettre un ici. Et je change de couleur, on va en mettre un au-dessus. Pour le plus bas, c'est le carbocation qui est secondaire, qui est le plus stable. Alors, le carbocation secondaire, c'était celui-ci. Plus le reste. Hein. Et pour le plus haut, c'est le carbocation primaire qui fait la différence. Donc, on trace le profil énergétique de la première étape. Vous partez de façon tangente sur le départ et vous arrivez tangent à l'arrivée. Donc, vous mettez quelque chose d'à peu près tangent au départ et vous arrivez en douceur sur l'arrivée ici. L'énergie d'activation, c'est cette hauteur-là. D'accord, donc c'est EA. Donc, c'est la barrière énergétique qui permet de passer du substrat, qui permet de faire l'étape numéro 1. Là, c'est l'étape que j'avais appelée étape 1, formation du carbocation. Pour l'étape 1, qui passe par l'autre intermédiaire, même chose, sauf qu'on arrive plus haut. D'accord ? Avec une énergie d'activation qui va être plus haute aussi. Qui est ici. Pour la deuxième étape, donc pour l'instant je n'ai fait que la première étape,
Pour la deuxième étape, on ne sait pas trop comment représenter l'état d'arrivée, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit plus stable que l'autre. On ne sait pas forcément comment le placer par rapport au substrat, donc peu importe. A priori, vous mettez un petit peu au pif le point d'arrivée, mais dans tous les cas, vous le mettez plus bas que l'intermédiaire réactionnel. Et pareil, vous démarrez tangent et vous arrivez tangent. Voilà pour la deuxième étape qui conduit à un des deux produits, et pareil pour la deuxième. Pour la cinétique, il n'y a que la première étape qui compte. Donc en fait, quand on vous demande de tracer des profils réactionnels, il suffit de bien placer l'intermédiaire. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que EA elle est supérieure à, est inférieure à EA'. Donc l'étape limitante, c'est celle qui va fixer le produit majoritaire. Ça s'appelle un contrôle cinétique. On va former majoritairement l'espèce qui est la plus stable. Et vous devez connaître la règle et le chimiste qui a énoncé la règle en question. C'est donc M. Markovnikov. Je n'ai pas mis la date, c'était fin 19e siècle. C'était l'école russe. On verra plusieurs chimistes russes. On a déjà vu Mendeleïev. Donc, règle de Markovnikov, vous retenez son nom, s'il vous plaît. Les traductions des mots russes, ça se termine à la fin soit par un V, soit par deux F. Ça, c'est la traduction de l'alphabet cyrillique, il y a des variantes. Donc, on obtient majoritairement le produit issu du carbocation le plus stable. Règle à connaître. Et donc, c'est un contrôle cinétique. Contrôle thermodynamique, ça voudrait dire qu'on obtient majoritairement le produit final le plus stable. Et là, c'est l'intermédiaire réactionnel le plus stable. Alors, stéréosélectivité. On s'est dit, quand on a une réaction d'addition, on se demande déjà sur quel atome on va fixer les espèces A et B. Donc là, la réaction est régiosélective. On se demande si elle est stéréosélective. Donc sur l'exemple que je vous ai donné avec du propène, vu qu'il n'y a pas de carbone asymétrique à l'arrivée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais dans tous les cas, on forme un intermédiaire réactionnel qui est AX3, donc un carbocation. Le carbocation, sa structure, elle est plane. Ça veut dire que le deuxième élément, donc le lion halogénure, Cl- ou Br-, va arriver indifféremment d'un côté ou de l'autre du carbocation. Donc, il n'y a pas de stéréosélectivité. Du coup, si on forme un carbone asymétrique à l'arrivée, ce carbone asymétrique sera racémique. Ça va être 50% de R et 50% de S. Alors, petite remarque, on appelle ça la règle de Markovnikov, mais c'est pas comme ça que M. Markovnikov l'a énoncé. Ah bah autant pour moi, je vous ai mis la date quand même, 1869. Donc, à l'époque de Markovnikov, on ne savait absolument pas parler de carbocation. En revanche, on avait déjà une petite idée de la structure moléculaire, donc on connaissait l'ordre des atomes, et lui, il a énoncé la règle en disant que l'hydrogène se fixe sur le carbone qui en possède déjà le plus. Alors, si vous regardez l'exemple du propène, effectivement, on a fixé... Alors, manque-t-il un O à stéréosélective? Stéréosélective, où ça, où ça? Oui, c'est stéréosélective, merci. Effectivement. Il manque un O ici. Donc sur l'exemple du propène, effectivement, cette règle est respectée. On obtient majoritairement le chlore qui s'était fixé sur le carbone 2 et donc l'hydrogène qui s'était fixé en bout de chaîne sur un des carbones qui en contenait déjà le plus. Sur le carbone, pardon, qui en contenait le plus. Alors, l'énoncé ancien, je vous le donne pour votre culture, mais vous retenez l'énoncé que j'ai encadré au-dessus. En particulier, il y a des cas où l'énoncé ancien ne fonctionne pas. Petit exemple. Donc, on reprend. Le précédent, j'avais pris HCl. On peut prendre HBr. D'accord, brome et iode, même combat. On va d'abord regarder les carbocations possibles. Donc, je vais vous donner
pas forcément un mécanisme complet. Si, on va faire le mécanisme complet. Donc, première étape, on va avoir ici plus delta. Alors, attendez, j'ai pas zoomé assez. Voilà. Alors, ici, on va avoir le nucléophile, c'est l'alcène. On va avoir plus delta ici, moins delta ici. L'électrophile, c'est donc l'hydrogène. Première étape, on décroche ici le double épi qui va venir accrocher l'hydrogène. Deux cas de figure possibles. Alors, pour alléger un peu l'écriture, si ça vous convient, le substituant que j'ai pas envie de recopier 25 fois, on va le noter pH. C'est une notation conventionnelle. Alors, on y va, on regarde les carbocations possibles. Donc là, je redessine la structure qui ne change pas, plus Br moins. Et on va regarder où se fixe l'hydrogène sur la structure. Soit il s'est fixé ici, soit il s'est fixé ici. Et du coup, le carbocation, soit il est ici, soit il est ici. D'accord? Donc, deux carbocations possibles. Deuxième étape, je vais avoir besoin d'un des doublés du brome. Du coup, je représente les 4, ce qui est un petit peu long à faire. Donc, deuxième étape, le bromure. Bromure, c'est parce qu'il y a une charge moins sur le brome. Hein. C'est un atome de brome avec une charge moins. Le bromure va venir attaquer le carbone qui porte la charge plus. Donc, soit là, soit là. Et donc, on va former deux produits possibles. Donc les deux produits possibles. Sur les structures que je vais dessiner, je ne vais plus représenter l'hydrogène. Là, je vous ai mis des hydrogènes en rouge pour vous montrer que cet hydrogène est arrivé, mais en topologique, ce n'est pas la peine de les dessiner. Donc je redessine en noir la structure qui n'a pas changé. Donc ça, c'est le squelette de la molécule. Et le brome, on va le mettre en bleu. Si vous regardez l'attaque sur le carbocation de gauche, je les mets dans le même ordre, le brome s'est fixé ici. Et sur le carbocation de droite, le brome s'est fixé ici. Voilà. À ce stade, on sait quels sont les deux produits possibles de la réaction. Maintenant, on va regarder le produit majoritaire. Donc le produit majoritaire, il vient du carbocation le plus stable. Donc on revient sur les carbocations. On regarde d'abord leur classe. Donc la classe ici, pour le carbocation de gauche, c'est un carbocation primaire. Pardon, secondaire. J'ai mal compté. Et le carbocation de droite, il est tertiaire. Donc, si vous regardez uniquement l'argument classe, la carbocation tertiaire est normalement plus stable. Mais, le phényl qui est ici, c'est un substituant qui est donneur par effet mésomère. Il est plus M. Et on a vu comment représenter trois formes mésomères en délocalisant la charge plus. Du coup, le carbocation le plus stable, c'est le secondaire ici. Et donc, le produit majoritaire à l'arrivée, c'est celui-ci. D'accord? Donc, celui-ci sera majoritaire. Alors, pourquoi c'est le secondaire le plus stable? C'est à cause du phényl. Donc, c'est à cause du phényl que j'ai entouré en bleu ici. Le phényl, il faut que vous repreniez votre petit topo sur les carbocations. Il y a un moment, vous avez les formes mésomères des carbocations qui sont au pied d'un groupe phényl. Là, on a une charge plus au pied d'un groupe phényl.
et vous pouvez dessiner 3 formes mésomères supplémentaires en promenant la charge plus sur 3 atomes de carbone. Donc ça, c'est un facteur important de stabilisation. Du coup, sur cet exemple, le carbocation le plus stable, c'est le secondaire, parce que l'effet mésomère, c'est l'effet le plus fort des deux. Dans le carbocation tertiaire, il n'y a pas d'effet mésomère possible. La charge plus, elle est trop loin, on ne peut pas la balader sur le cycle aromatique. Donc, les formes mésomères ne sont possibles que sur le carbocation secondaire. Et du coup, le produit majoritaire vient du carbocation secondaire. Alors, est-ce que ça suit la règle ancienne de Markovnikov? On va regarder sur le produit de départ où étaient les hydrogènes. Alors, on va dessiner l'hydrogène, vous les mettez, oh tiens, en violet. Donc, on regarde sur l'alcène de départ les hydrogènes. Il y en avait un ici. Et il n'y en avait pas sur l'eau de carbone. D'accord, l'eau de carbone, il affiche complet. Du coup, si on appliquait la règle ancienne de Markovnikov, la règle ancienne de Markovnikov disait l'hydrogène se fixe sur l'atome de carbone qui en a le plus. L'atome de carbone qui en a le plus, c'est celui-ci. Bah oui, l'autre, il en a carrément pas. Donc, si on prend l'énoncé ancien de cette règle, ça conduirait au mauvais produit majoritaire. Le produit majoritaire, si on applique la règle des hydrogènes, ce serait celui-ci. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre la bonne couleur. Hop, elle est là. Puisqu'il y avait l'hydrogène qu'on retrouve ici. Et puis, il y a en plus l'hydrogène en rouge qui s'était fixé ici. Donc, on a fixé HBr qui sont ici. Il y a un hydrogène et un brome qui sont arrivés. Si on met l'hydrogène à l'endroit où il y en a le plus, ça ne conduit pas sur cet exemple au bon produit. Donc, l'énoncé ancien, ça marche pour les cas de carbocation où il y a juste la classe qui intervient. Voilà, voilà. Bien. On poursuit. Alors, même question sur l'autre exemple. Donc, on va faire la même chose. Hein. Donc, normalement, vous allez finir par savoir comment écrire le mécanisme. Ça tombe bien, dites donc, il a votre programme. Alors, le nucléophile, c'est l'alcène. Ici, on a un atome d'iode comme halogène. C'était histoire de varier les plaisirs. Charge partielle plus delta et moins delta. Du coup, le site électrophile, c'est l'atome d'hydrogène. On va accrocher ici le doublet pi à l'atome d'hydrogène. On va pouvoir former 2 carbocations possibles. Donc, je redessine en noir. Ah, zut. C'était pas du noir et c'était pas... Ça, c'était un faux mouvement. Hop. Ah, j'ai beaucoup appris depuis hier. Donc, je redessine, j'ai dit en noir, la structure, donc le squelette qui n'a pas bougé. Pourquoi c'est pas le chlore qui donne un doublet? Parce que c'est... Écoutez, là, on voit un chapitre sur l'alcène qui joue le rôle de nucléophile. Et les chlores, quand ils sont inclus comme ça dans des structures, ne donnent jamais de doublet. Cl-, c'est un bon nucléophile. En revanche, l'atome de chlore, il a effectivement 3 doublets, mais on ne l'a jamais vu participer à des réactions comme nucléophile. Ça ne se voit pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a des doublets que ça peut jouer le rôle de nucléophile. Donc, Cl- est nucléophile. Par contre, le chlore que vous avez ici et ces 3 doublets ne servent à rien. C'est pas tout d'avoir des doublets, il faut encore les donner. Je disais quoi, moi? Allez, on va dessiner les molécules. Donc, on va dessiner la structure. Ah, il ne peut pas me faire des angles. J'attrape la tremblote. Il n'est pas très beau, lui. Bon, on fera avec. Donc là, je vous dessine en noir ce qui n'a pas changé. On va voir où peut se fixer l'hydrogène. Donc l'hydrogène se fixe soit ici, soit ici. Et la charge plus sera soit ici, soit ici.
Essayez de le faire un petit peu moins tordu que moi parce que l'iode, c'est décroché. Ah oui, j'ai oublié une flèche ici. L'iode part avec le doublet. Tiens, d'ailleurs, il faudrait le rajouter sur l'exemple précédent. J'avais uniquement mis la flèche d'attaque de H et j'avais oublié de séparer BR-. Je ne reviens pas en arrière, sinon ça va tout m'effacer. Mais vous revenez en arrière sur la première étape de la page précédente. J'ai mis une flèche qui va de l'alcène vers H et il faut ensuite décrocher le brome. Donc ici, on décroche de l'iode. Donc on va avoir plus I-. Alors I-, contrairement à Cl qui est ici, qui a ces 3 doublets, I-, c'est un nucléophile. Et donc il a un de ces 4 doublets, pas les 4, hein, mais un des 4 qui va être disponible pour la suite. Alors c'est pas un plus, celui-ci c'est plutôt un ou. D'accord, c'est soit l'un, soit l'autre. Étape suivante, on va fixer l'iode à l'endroit où on a la charge plus. Donc l'étape suivante, l'iode va venir attaquer soit ici, soit ici. Donc là encore, je redessine en noir ce qui change rien et ce qui change pas, et je dessine pas les hydrogènes. Non, d'ailleurs celui-là, j'en ai oublié un morceau. Alors, comment c'est ce qu'on fait déjà? Tac. Donc, premier cas de figure, on va avoir l'iode qui s'accroche ici. Et deuxième cas de figure, l'iode s'accroche ici. D'accord, donc 2 produits possibles. On se demande lequel des 2 carbocations est le plus stable. Donc, on revient sur l'étape intermédiaire. On regarde, comme d'habitude, d'abord la classe. Alors, le carbocation numéro 1, il est secondaire. Et le carbocation numéro 2, il est secondaire aussi. Bon, bah déjà, on peut savoir que ce n'est pas avec la classe qu'on va résoudre le problème. Ensuite, on regarde les autres effets possibles. Donc ici, on a un atome de chlore. L'atome de chlore, il a un effet inductif attracteur. Il a une charge moins delta. D'accord? Donc il a un effet qui est un effet moins I. Ce qui fait qu'il a tendance à aspirer les électrons. Non, il n'est pas tertiaire, le 1. Non, 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 primaire, secondaire, tertiaire, il faut regarder le nombre de carbone accroché. Un chlore, c'est pas un carbone. Hein. Pas parce que ça commence par un C que... Non, non. Donc, la classe, c'est en fonction du nombre de carbone accrochés au carbone qu'on considère. Donc, ils sont tous les 2 secondaires. Par contre, le chlore, il est inductif attracteur. Et du coup, le plus stable, c'est lequel? Oui, le deuxième. Donc, le plus stable, ce serait celui-ci. Voilà. Ah, bah, c'est pas moi qui dessine en jaune. Donc, il vaut mieux éloigner au maximum la charge plus du chlore, parce que déjà qu'une charge plus, c'est lourd à transporter. Si en plus, il y a un atome de chlore qui aspire les électrons, ça fait quand même beaucoup. Du coup, là, le produit final majoritaire, ce sera celui-ci. Voilà. Donc à ce stade, si vous avez bien compris le mécanisme, en fait, ça vous permet d'expliquer le produit majoritaire qui est formé. Petite cerise sur le gâteau, vous aviez 2 exemples qu'on a vus. Est-ce qu'on peut discuter de la cinétique des exemples 1 et 2? Le produit majoritaire, Chloé, c'est celui qui vient du carbocation le plus stable. Donc il faut d'abord analyser quel est le carbocation le plus stable. Donc à ce stade-là, je me suis trompée d'outil. Donc c'est à ce stade-là, c'est sur les intermédiaires réactionnels, on regarde quel est... Ah, il y en a qui
qui me font du toilettage de molécules. On a toujours du chlore dans le produit final. Si vous en voyez plus, c'est que de façon intermédiaire, il y en a qui m'ont fait du toilettage de molécules et qui m'avaient supprimé le chlore, mais ils sont revenus. C'est pas moi, madame. Non, non, mais ils avaient disparu un petit moment. Donc, regardez l'intermédiaire. Et l'intermédiaire le plus stable donne le produit majoritaire. Donc, on regarde les intermédiaires. Voilà, voilà. Et il faut bien prendre le temps de comprendre. Comme Marie Curie a dit, citation de Marie Curie, on va faire dans le culturel aujourd'hui. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Donc, n'ayez pas peur de la chimie organique. Mais essayez de la comprendre, ça vous aidera quand même pour la suite. Question subsidiaire. C'est laquelle qui va la plus vite entre l'exemple 1 et l'exemple 2? L'exemple 1, c'était la page d'avant, donc je ne change pas mon écran, sinon j'efface tout. Alors, est-ce que l'intermédiaire réactionnel dans l'exemple précédent était plus haut ou moins haut que celui-ci, à votre avis? Alors, 2, c'est lequel qui va le plus vite? Là, je vais faire un sondage, ça fait longtemps ça. Allons-y pour le sondage. Hop. Je ne trouve plus mon sondage. Il est où mon sondage? Ça y est, je l'ai. Vous remarquez, ça va être un petit peu long. Donc, proposition, le 2 était le plus rapide. Ça me permet de voir qui est là. Allez, proposez des réponses. Donc, est-ce que le 2 est le plus rapide que le 1? Le 1, c'était la page précédente. Allez, il y en a encore qui n'ont pas répondu. Hop, hop, hop. 7, 6, 5, 4. 4. Eh bien, on va réexpliquer. Bon, apparemment, il y en a 4 qui sont connectés, mais qui roupillent. Non, il y en a un qui vient de se réveiller. Bon, on va laisser dormir les 2 qui dorment. Allez, trop tard. Donc, vous répondez majoritairement que le 2 est plus rapide. C'est pas l'effet. Alors, l'effet mésomère l'emporte en général, mais il faut surtout voir dans quel sens. Dans le cas précédent, l'effet mésomère, c'était un effet mésomère donneur. Donc, le carbocation, il était plus stable que la normale. Donc, le cas précédent, là, celui qui est sur la page 8, c'était un intermédiaire réactionnel bien stabilisé. Dans le cas numéro 2, l'intermédiaire réactionnel, il est au contraire déstabilisé par l'effet inductif. Donc, le chlore, c'est mauvais pour un carbocation. Donc, on l'a mis le plus loin possible du chlore, mais ça reste un effet déstabilisant. Donc, globalement, les carbocations avec un groupe attracteur, ils vont être déstabilisés par rapport à un carbocation associé à un groupe donneur. Donc, la bonne réponse, c'était pas la vôtre. Donc, il y en a 11 qui ont la bonne réponse. C'est la 1 qui était plus rapide. D'accord? Parce que le carbocation de l'exemple 1 était du type stabilisé. Alors que là, il est globalement déstabilisé. Si vous enlevez le chlore, ça ira plus vite. Le chlore empêche la formation du carbocation. Ça augmente la barrière d'activation. Le carbocation est plus haut en énergie. Ah, c'est compliqué. Donc, 11 bonnes réponses. Là encore, on voit que la majorité n'est pas forcément la bonne option. Allez. Alors, après l'addition de HCl, HBr, HI, on va voir un petit peu la même chose avec l'addition d'eau. Donc, l'addition d'eau, ça s'appelle aussi une hydratation. Bon. Alors, je ne sais pas si j'avais répondu à toutes les questions d'ailleurs. Alix, l'effet inducteur, vous avez compris? Parce que je n'avais pas répondu. L'effet inducteur, c'est sur l'électronégativité. Le chlore, il est plus électronégatif que l'atome de carbone, et donc il attire à lui les électrons. Donc l'effet inductif, c'est sur les électronégativités. Un truc qui a une charge négative, qui a une charge partielle négative, il est inductif attracteur.
Ah, pour reconnaître le majoritaire, bah dites-vous que ce qui n'est pas bon, c'est la charge plus. Donc si, bah, ça tombe bien, je ne les ai pas effacés. Ici, si vous regardez le chlore, vous avez une charge plus delta ici. Et là, vous avez en plus une charge plus delta. Ah, et j'ai rajouté un truc en plus. Donc il y a trop de charge plus, ça fait mauvais ménage. C'est un plus delta. Donc le chlore, il a tendance à rendre les carbones positifs. Si en plus on lui arrache un électron, il va résister, le pauvre. Donc les atomes, ils aiment bien être neutres. Bon, sortez pas ça dans vos réponses. Hein. Ne mettez pas ça à l'écrit. Ils aiment rien, les atomes. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de sentiments. Alors, on va reprendre le même exemple, c'est-à-dire le propène, et on va voir un petit peu la sélectivité. Alors, pour l'étape intermédiaire, on aura toujours une forme ou une autre. Pas forcément, vous pouvez avoir un alcène symétrique, et dans ce cas-là, les deux carbocations sont identiques. Là, c'est deux carbocations différents parce que l'alcène de départ, les deux carbones étaient différents. Mais si vous avez un alcène symétrique, les deux carbocations sont strictement identiques. Est-ce que vous voulez un exemple d'alcène symétrique? Voilà. Sur ce substrat-là, la régiosélectivité n'a aucun intérêt. Les carbocations intermédiaires, vous aurez ici par exemple un chlore, et ici vous aurez une charge plus, et si vous inversez les places, ça ne change absolument rien. Donc la régiosélectivité, c'est quand il y a justement ambiguïté. Si les deux atomes de carbone ont le même environnement, il n'y a pas de sélectivité. Allez, on passe à l'alcène en présence d'eau. Donc l'hydratation. Donc je vous ai mis ici la réaction bilan. Donc on va avoir ici, en présence d'eau, un alcène plus de l'eau va donner un alcool. Le plus ici, c'est plutôt un OU. D'accord? Il y a soit l'un, soit l'autre. Donc on va obtenir un mélange de deux produits possibles. On a bien fixé H2O et pas OH tout court. Je vais rajouter le H qui manque. Je vais le mettre en rouge. Ici, on a en plus un atome d'hydrogène. Et ici, on a en plus un atome d'hydrogène. On n'a pas besoin de l'écrire dans la formule topologique. Et là, vous voyez apparaître OH et H qui se sont fixés sur la molécule. Donc là encore, on va observer une régiosélectivité, c'est-à-dire que le produit numéro 1 va être très majoritaire. Donc on a aussi une réaction régiosélective. D'un point de vue cinétique, c'est globalement plus difficile que la précédente. Et du coup, on va être obligé de catalyser. Donc le catalyseur, c'est en pratique de l'acide. On choisit un acide, en général de l'acide sulfurique. Et donc, question piège, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'acide chlorhydrique? Qui peut me donner la réponse? Pourquoi pas l'acide chlorhydrique? Le Cl va gêner. Oui, à cause du Cl. Il va gêner en quoi? Il déstabilise pas le Cl. Non, toujours pas ça. Non. Vous devriez regarder le paragraphe 1 de cette partie. Ça fait quoi HCl sur un alcène? Que fait HCl sur un alcène? Eh bien, il s'additionne à la place de l'eau, oui. Et comme l'addition de HCl est plus facile que l'hydratation, si on met de l'acide chlorhydrique, c'est pas l'eau qui va s'additionner, c'est HCl. Donc on aura un dérivé, un produit chloré, et non pas un produit, et non pas un alcool. Bon, donc du coup, on utilise H2SO4. H2SO4, quand on a fait un peu de chimie, il faut quand même connaître sa formule. Hein. Donc quand vous le voyez, vous le mettez dans la catégorie. Généralement, en chimie organique, c'est un catalyseur. Et généralement, en chimie organique, vous avez tout intérêt à utiliser H+ tout court, ça va vous faciliter les choses.
Donc, de la même façon que sur l'exemple précédent, on va chercher à expliquer la régiosélectivité en regardant le mécanisme. Et on va s'inspirer directement du mécanisme précédent. Par contre, quand vous avez un catalyseur dans les mécanismes, deux choses. Déjà, il faut qu'il soit visible dans le mécanisme, c'est-à-dire que vous devez le voir disparaître, puis être régénéré. Un catalyseur, on le consomme, puis on le régénère. Donc, il y a forcément une étape qui va utiliser H+, et une étape qui va régénérer H+. Et deuxième chose, quand on a un catalyseur, ça c'est un petit truc qu'on va se donner, en général, il sert dès la première étape. Donc, n'attendez pas longtemps pour l'utiliser. Est-ce qu'il est pertinent d'écrire H3O+ ici? Bon, j'avais déjà peu utilisé H3O+ dans le passé en début d'année, mais est-ce que là, il paraît bien d'utiliser H3O+? Vous avez envie d'utiliser H3O+, vous? Non, vous allez endormir. Eh ben non, on ne travaille pas dans l'eau. Donc H3O+, vous le réservez aux solutions aqueuses, s'il vous plaît. Et vous pouvez l'oublier dans plein de cas. Mais ici, on ne travaille pas en solvant aqueux. Hein. Donc c'est pas parce que l'acide sulfurique qui contient un petit peu d'eau, l'eau n'est pas le solvant en général des réactions. Donc il peut y avoir de l'eau dans le milieu, mais c'est pas le solvant. Alors, mécanisme. Si vous aviez compris le mécanisme précédent, ça va vous paraître beaucoup plus facile. Donc, même chose, on va chercher le nucléophile, l'électrophile. Le nucléophile, on l'a déjà trouvé hein, dans tout ce chapitre. Le nucléophile, c'est lui, donc l'alcène, qui va donner son doublet pi. Et l'électrophile, il nous faut chercher soit une charge plus, soit un plus delta. Et bien, on a le catalyseur qui va servir dès la première étape. Donc, première étape, comme ça, le doublet pi va attaquer l'acide. Donc, on va former deux carbocations. On va dessiner les deux carbocations. Donc, pareil, je dessine en noir ce qui ne change pas et je fais apparaître en rouge ce qui est arrivé à cette pauvre petite structure. Donc, là, vous avez la chaîne carbonée en noir. L'hydrogène peut se fixer soit ici, soit là. Et dans ce cas-là, la charge plus va se retrouver soit ici, soit là. Voilà, voilà. On va avoir sur les deux carbocations un qui est majoritaire, donc on va poursuivre le mécanisme uniquement avec le majoritaire. Donc le majoritaire, c'est le secondaire ici. Sur les deux carbocations, celui-ci il est secondaire, celui-ci est primaire. Donc le majoritaire, ce serait celui-ci. C'est une question de classe. On poursuit, deuxième étape, on a H2O qui va jouer le rôle de nucléophile. Donc je reprends uniquement le carbocation majoritaire, hein, mais ce serait pareil sur l'autre. Alors, dans les mécanismes, vous devez faire apparaître les mouvements électroniques. Qu'est-ce qui est nucléophile dans l'eau? C'est les deux doublets qui sont ici. Enfin non, ce n'est pas les deux, c'est un seul des deux, mais comme on en dessine un, on a besoin d'un doublet, donc on dessine les deux, c'est une convention. On va avoir une attaque, comme ça, de l'oxygène sur le carbone qui a la charge plus tout court. On va fixer le nucléophile, attention, on le fixe en entier. Donc les mouvements de flèche, ça vous indique ce qui est effectivement formé. Donc H2O se fixe en entier. On obtient... Attendez Alix, on va finir. On obtient les deux produits, mais le mécanisme, en fait, c'est le même avec le carbocation 1 ou le carbocation 2. C'est juste l'emplacement du plus qui change, donc on ne va pas l'écrire deux fois. Donc, vous l'écrivez quand vous le faites, vous l'écrivez de façon détaillée sur un carbocation,
Et il n'y a pas besoin de refaire tous les dessins pour dire bah, l'autre produit, c'est celui qui vient de l'autre carbocation. Vous avez juste à changer la place du carbone fonctionnel. Donc on poursuit avec un seul carbocation, mais on garde quand même l'autre en sachant qu'il est minoritaire. Je disais donc qu'on va fixer en entier la molécule d'eau. Alors, prévoyez de la place. La molécule d'eau, on va la fixer ici, et ça s'est fixé en entier, c'est-à-dire qu'on a toujours les 2 hydrogènes, et on a une charge plus ici. D'accord? Dernière étape, on va former l'alcool final. Donc je vais redessiner mon produit que j'ai formé à l'issue de la réaction 2 et je vais détailler l'environnement de l'oxygène. Alors l'oxygène, il est lié à 2 hydrogènes et il a une charge plus. D'accord? C'est pas encore l'alcool, c'est l'acide conjugué de l'alcool. Donc pour arriver à l'alcool, il suffit de faire ce mouvement-là. Ne vous trompez pas dans le sens de la flèche, hein, ça va vers l'oxygène. Et donc ça va libérer le H+, et on forme bien l'alcool correspondant. On aurait de la même façon l'autre alcool, c'est-à-dire qu'on va former l'alcool qui est là et qui vient du carbocation que j'avais laissé en attente, celui que je n'ai pas encadré. Alors, on va discuter un petit peu de la nature des étapes. La première étape, c'est donc une addition. Attendez, je vais résumer un petit peu. Donc, la première étape, c'est l'étape d'addition proprement dite. On additionne H+, et on forme un carbocation. Ouais, addition, bah, on peut rajouter formation d'un carbocation. Oh, bah, je vous laisse écrire, moi je me repose. Donc addition, formation de l'intermédiaire réactionnel. Donc formation d'un carbocation. C'est intéressant de regarder quelle étape forme un carbocation, puisqu'en général, c'est des étapes qui vont être limitantes. C'est difficile de former un carbocation. Donc il faut bien repérer les étapes qui forment le carbocation. Merci. Deuxième étape, c'est donc l'addition d'eau. Et la troisième étape, je m'occupe de la troisième étape. Ça va être une étape purement acide-base. Donc on additionne d'abord H+, ensuite on additionne H2O. La première étape, elle est lente. Donc on va rajouter là-dedans que cette étape, elle est lente. Non, pardon, si c'est celle-ci. Donc l'étape lente, c'est la 1, et donc on va avoir la vitesse de la réaction qui est globalement la vitesse de l'étape 1. La réaction acide-base numéro 3, c'est toujours rapide les réactions acide-base, c'est instantané. Dans le mécanisme, vous devez repérer que le catalyseur est visible. Donc vous regardez où il apparaît et où il disparaît. Donc le catalyseur, on va l'entourer ici, il est consommé à la première étape. Il est régénéré à la dernière étape. Et donc ici, le mécanisme, il met en évidence son rôle de catalyseur. On voit sur le mécanisme qu'il fonctionne comme un catalyseur. On le voit disparaître, puis réapparaître. Et donc, on va discuter de la régiosélectivité observée. Donc, régiosélectivité observée, ben, ça ressemble beaucoup à la précédente. On va avoir ici une régiosélectivité, je n'ai pas pris le bon outil, qui dit que le produit majoritaire vient du carbocation le plus stable. Je mets C+ pour le carbocation, hein, parce que c'est un peu plus court à écrire. Je suis en train d'écrire, alors rajoutez pas. Voilà, donc j'aurais pu mettre un grand C. Donc le carbocation le plus stable donne le produit final. Donc c'est la même règle que Markovnikov, sauf que Markovnikov n'a pas étudié l'hydratation. Il a étudié uniquement la partie addition de HCl, HBr ou HI. Donc
tout à fait analogue, hein. Les deux, c'est bien de les traiter en même temps puisque c'est un peu le même mécanisme, avec une étape de plus pour l'hydratation. C'est pour ça qu'on l'ouvre en deuxième. À quoi ça sert? Alors, si on fait des réactions en chimie organique, c'est quand même parce que ça a un intérêt. Donc, dans les deux cas, on peut, à partir d'un alcène, obtenir un carbone fonctionnel. En chimie organique, peu importe la fonction qu'on colle sur un carbone, il y a plein de méthodes ensuite pour changer la fonction. Par contre, c'est bien de choisir le carbone fonctionnel. Après, on verra des réactions qui transforment un alcool en autre chose, mais déjà, on choisit sur la chaîne carbonée le carbone fonctionnel. Comme c'est régiosélectif, on peut choisir le carbone qui va effectivement être concerné. On a vu que, enfin, vous avez vu uniquement l'addition avec les mécanismes qui font apparaître des ions. Il y a d'autres conditions opératoires qui permettent d'avoir la sélectivité inverse, qui ne sont pas à votre programme. Et dans ce cas-là, un énoncé va vous dire on obtient la sélectivité inverse de la règle de Markov-Nikov. Donc, on peut avoir la sélectivité inverse avec d'autres conditions. En revanche, on ne va pas avoir de stéréochimie particulière, c'est-à-dire que si le carbone fonctionnel est asymétrique, on aura 50% de R et 50% de S. On ne va pas pouvoir sélectionner, privilégier l'un ou l'autre. Ça va? Alors, grand C, on va parler de bromation. Donc, on va utiliser un réactif bon, qui a une sale tête, on va dire, hein, et un sale nom aussi. Alors, il s'appelle le N-bromosuccinimide. Bah, désolé, c'est celui qui est à votre programme. Hein. Donc, avant, on utilisait simplement BR2, mais le dibrome, c'est quand même hyper toxique et hyper dangereux à utiliser. Donc, le réactif qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Je vois que j'ai pas bien mis ici les trucs, c'est que j'ai pas passé en alphabet grec. C'est des qui. Donc, qui de N est supérieur à qui de BR. Donc, on va avoir une polarisation de liaison. On va bientôt s'arrêter d'ailleurs, vous pourrez regarder les formes mésomères. On aura une polarisation de la liaison NBr, avec ici une charge plus delta pour le brome et moins delta pour l'atome d'azote. L'atome d'azote a également un doublet libre ici. Et donc on peut envisager un certain nombre de formes mésomères de cette molécule. Alors, forme mésomère de cette molécule, elle est symétrique. On peut envisager ce mouvement-là. Dans ce cas-là, on obtient... je vais effacer les électronégativités parce que j'ai pas trop la place. Bon, je vais trouver la place. Alors, on y va. Non, mais effacez pas, c'est pas grave. Regardez, j'ai trouvé de la place en dessous. Donc, je laisse en noir ce qui n'a pas changé et je vais mettre en rouge les changements. D'ailleurs, j'ai mis un truc en trop. Voilà. Donc, on va avoir toujours ici BR. La liaison ici, N, est devenue une liaison double. Ici, on va avoir 3 doublets pour le prix d'un, donc que je mets juste pour la déco parce que j'ai envie. Et ici, une charge plus. Donc, on a une première forme mésomère qui est là. Et on peut effectivement, c'est celle par les flèches rouges, on peut avoir la même en faisant partir de l'autre côté. Donc, on peut très bien envisager le mouvement vers la gauche. Et donc, je vous laisserai dessiner l'autre forme mésomère. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, et ce qu'on retient, c'est que cette molécule, ça équivaut à Br+, c'est-à-dire que si la liaison se casse, quelle liaison? Celle-ci. Si cette liaison se casse, et elle va se casser, le brome part sous forme de Br+, il n'emporte pas le doublet.
Donc on l'avait vu partir sous forme de BR moins. Là, ce sera la charge inverse. Bon, donc on voit ça lundi. Bon week-end.